Bonjour. Merci aux organisateurs de cette série de webinaires. Je suis très heureuse de participer et je tiens à remercier Hervé particulièrement pour cette invitation. Oui, comme on vous l'a dit, c'est un travail en cours, cette étude est un travail en cours et nous travaillons sur, c'est un groupe sur lequel nous travaillons et nous aurons éventuellement une publication d'articles suite à ces travaux, bien sûr. Donc, le changement climatique affecte les rivières, notamment leur température, leur débit, et depuis quelques mois, en Californie, par exemple, il y a eu un problème parce que nous avons une perte des saumons quina. Donc, et ceci était assez significatif de ces rivières. Un autre exemple s'est produit dans la rivière, dans le Rhin. Il y a eu un problème avec les ombres. On a eu des mortalités de poissons. Donc, on voit ceci partout. Donc, le changement climatique a un impact sur les populations halieutiques et notamment il y a un impact sur l'utilisation des sols, sur les barrages ou sur l'abattage d'arbres, bien entendu, qui s'est fait sur les postes forestières et bien sûr sur les captages des eaux. La température, comme vous le voyez, est un élément très, très important, une variable très importante pour la distribution des populations de poissons et bien sûr pour les potentiels de reproduction. Ici, vous voyez un bassin versant qui montre la variabilité des températures donc dans les cours d'eau et on voit donc mais même quand on observe ceci, on voit également les variations de température d'eau dans ces sections. Bien sûr, l'eau chaude n'est pas toujours, l'augmentation de température n'est pas une mauvaise chose, mais en tant que tel, au printemps, où il y a un potentiel pour les poissons, en automne, ça peut être intéressant, mais en été, vous voyez, la température dépasse la température maximum de reproduction. Donc cette année, nous avons fait une étude à petite échelle pour déterminer quels étaient les refuges thermiques, donc déterminer ces zones. Et c'est un lieu qui est en fait une zone qui peut être chaud ou froid en fonction des eaux environnantes. Et particulièrement en été, lorsque par exemple un poisson est dans une zone à 25 degrés, donc alors que dans le lit de la rivière principale est à 27 degrés, il va prendre un refuge thermique. C'est une zone qui est plus fraîche que les eaux environnantes. Et cette définition peut changer en fonction de différentes perspectives, que ce soit l'utilisation, juste par exemple pour la reproduction des espèces, ou déterminer les différences de température entre certaines zones. Donc, combien est-ce que c'est? Quelle est la largeur d'une zone? Combien de zones avons-nous? Quelles sont les dispositions spatiales? Quelles sont les dispositions temporelles? Et donc, c'est à cela que nous devons réfléchir. Donc, qu'est-ce que la connaissance nécessaire pour gérer les refuges thermiques? D'un côté, il y a les aspects physiques et biologiques, la science, et donc quel type de seuil physiologique, les interactions, les instants entre les espèces pour ces refuges, quel est le gabarit hydrogéomorphologique, quels sont les effets du changement climatique, les effets anthropogènes, les troubles et également quelles sont les échelles spatiales et temporelles qui nous intéressent. Et bien sûr, il y a également les aspects socio-économiques.
quels sont l'intérêt socio-économique, les conflits d'utilisation. Est-ce que ça va se traduire une influence sur les eaux, les nappes phréatiques, ou sur les prises d'eau, par exemple, les prélèvements d'eau? Et est-ce qu'il y aura assez de pêche dans ces zones? Et donc, ceci va conduire à comment est-ce que nous allons traiter ceci? Et donc, quelles vont être des relations? Et de bien comprendre, bien sûr, par exemple, l'échelle de gouvernance qui va se produire dans la gestion. Si on regarde deux facteurs maintenant qui affectent la traduction de la science en gestion des eaux, c'est d'abord l'absence d'une terminologie et de métrique cohérente pour pouvoir avoir les définitions de ces eaux, la terminologie, les métriques, est-ce que l'on mesure dans les zones, les volumes, les débits, les choses comme ceci, et également l'intégration des principes de résilience écologique, par exemple la variabilité temporale, l'hétérogénéité spatiale, la connectivité hydrologique, tous ces éléments qui peuvent bien sûr rendre plus facile la gestion. Et bien sûr, il faut avoir des objectifs et politiques clairs, et ainsi que les contraintes, parce que mais il faut une politique qui va informer la science et donc pour informer par la science, pardon. Donc la première étape pour pouvoir gérer ceci, c'est savoir où sont les poissons et où sont ces lieux, ces refuges thermiques. Et il y a déjà beaucoup de réseaux sur les refuges thermiques, ou des études de température. Vous voyez, par exemple, la côte ouest, nord-ouest des États-Unis, on voit les réseaux ici, et on en voit au Canada, et on en voit également en Écosse. Et on se concentre sur les températures minimum, maximum, et pour déterminer l'hétérogénéité des zones. Et également, on va suivre où sont les poissons, où est-ce qu'ils se déplacent, comment ils utilisent les refuges thermiques, par exemple, quels sont notamment les éléments liés à l'oxygène. Et une fois que nous avons toutes ces informations, où se situent les refuges, nous pouvons alors soit déterminer des informations biologiques avec des éléments physiques, ou nous pouvons déterminer les modèles de température des nappes phréatiques et des surfaces d'eau. Et donc, nous avons une meilleure image pour gérer pour la restauration, pour réfléchir aux effets du changement climatique, tous les prélèvements d'eau, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, comment nous allons mettre en œuvre ces politiques ou ces gestions spécifiques par rapport aux refuges thermiques? Et donc, quels sont les problèmes qui empêchent ceci? Donc, ce graphique, et j'aurais vous le montrer comment, et ceci, c'est une perspective américaine. Ici, nous faisons partie du Clean Water Act et nous avons pris ceci. Nous avons déterminé les régions, il y a des politiques de qualité de l'eau, et ensuite, de l'autre côté, nous avons les politiques de conservation des espèces de l'autre côté, et généralement, ces politiques vont de l'échelle de bassin versant à des échelles beaucoup plus larges. Et par exemple, on va prendre tous les éléments qui vont intervenir. Et par exemple, aux États-Unis, on travaille sur ces refuges thermiques, mais donc, il y a des politiques qui sont mises en place en l'État d'Oregon, qui veulent s'intéresser plus spécifiquement aux refuges thermiques. Il y a plusieurs possibilités et des liens potentiels. Si nous voulons travailler seulement sur ces refuges thermiques, on peut travailler sur ces politiques et travailler sur le contexte de la connectivité, par exemple, de la suffisance. Qu'est-ce qui est suffisant, qu'est-ce qui est consistant, cohérent, et c'est quelque chose sur lequel on travaille sur le bassin du fleuve Columbie. Donc, je vais parler plus, Besson, d'une perspective de gestion ici. J'ai une étude de cas
voici la des plus grandes zones de Colombie-Britannique. Et c'est une réserve, qui est dans une réserve, dans ce bassin versant. Et il s'intéresse beaucoup à cette série qui a une valeur culturelle, mais les espèces sont chutées, particulièrement partiellement la truite fardée. Et donc, on travaille très dur ensemble pour avoir un passage par les barrages, mais la température a augmenté en raison de retenue d'eau, alors que la température dépasse normalement 20 degrés l'été, qui est trop haut pour ces truites qui sont extrêmement des espèces très fragiles. Donc il y a vous voyez ici des données très intéressantes. Ceci nous vient d'une rivière de 2020, une étude qui a été faite en 2020, pardon. Ça part d'un barrage, vous voyez, donc ça vient du barrage de Albany Falls Dam, ici, donc, qui descend jusqu'au barrage Box Canyon. C'est un barrage hydroélectrique qui alimente la ville de Seattle et qui fournit également de l'eau. Ici, nous avons 144 km de rivière. Et donc, c'est une rivière assez chaude, en fait, avec des régimes qui sont altérés de façon saisonnière, mais il y a une certaine hétérogénéité. Il y a des pics et des vallées que je voudrais faire apparaître. Par exemple, si vous regardez, il y a beaucoup de points dans la rivière, comme vous voyez ici, en surface et au fond, et en lit de rivière, mais ici, nous avons les plus larges différences entre la température de surface et la température au fond de la rivière. C'est la section la plus large de la rivière. Et donc, on voit qu'il y a des gradients de température et des gradients d'oxygène qui sont différents. Et ensuite, nous avons des zones avec les entrées sont différentes. Et il y a une température ici qui nous vient une température qui vient du barrage Albany Falls. Donc, il y a des points noirs, vous voyez en bas, donc, qui représentent les données qui ont été collectées en 2020 et en pourpre et en rose, ce sont les valeurs extrêmes qui ont été mesurées. La source principale d'hétérogénéité thermique dans une rivière vient des affluents. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a un certain nombre de zones qui sont, comme celui-ci, on voit très bien, qui reste pourpre pendant toute la période, mais en d'échantillonnage en bas, on voit que c'est extrêmement chaud. Et ensuite, il y a des choses qui sont des flux et il y a des choses qui sont plutôt mélangées comme C16 que l'on voit. Mais lorsque le niveau d'eau est élevé dans le réservoir, la température augmente. Donc, ceci est un bon candidat pour restauration ou amélioration, comme nous le disons. Et il s'agit voici l'image thermique. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je voudrais voyez, on voit le cours est plus étroit ici, donc, et plus profond. Et donc, ceci va créer, le canal va créer ici à la confluence, on va voir une différence où les poissons peuvent venir se placer.
et bon, créer et donc je pense essentiellement l'idée c'est de garder l'eau un peu plus longtemps de façon à ce que les poissons puissent séjourner. Donc, y a-t-il des pièges? Not many places where La rivière est régulière. Il y a beaucoup de végétation aquatique sous l'eau. Et comme j'ai dit avant, on voit des gradients de température qui deviennent importants. La politique de la gestion de l'eau est importante, la manière dont on gère la rivière est importante. L'eau est retenue l'été pour les loisirs. Ça coûte beaucoup d'argent de faire l'eau au niveau du barrage. Et de l'autre côté, à l'autre bout, il y a la production de l'électricité pour la ville de Seattle et ça, c'est très important. C'est difficile de changer cela. Donc, des changements à grande échelle sont peu probables. L'augmentation des refuges d'eau froide et l'amélioration sera compliquée et il faudrait mieux faire ça à de plus petites échelles. La participation de la communauté est assez limitée, mais je pense que toutes les parties prenantes vont devoir collaborer pour prendre des mesures importantes. Le cadre réglementaire est très fragmenté. Il y a beaucoup d'agences avec des juridictions qui se chevauchent et qui sont difficiles à travailler ensemble. Il y a d'autres études de cas. Je travaille dans le Pacific Northwest. Il y a également beaucoup de projets sur la côte Est, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick au Canada. Et il y a également des projets intéressants avec les transferts d'eau, la recharge des aquifères sur le Snake River et des projets de reconnexion des plaines inondables dans le bassin de Columbia. De litigation banking, je n'ai pas vu d'exemple de cela. En Europe, il y a un projet qui démarre en Suisse où ils suivent la température dans une rivière pour étudier les refuges à eau froide. Dans le sud-est de la France, il y a également des projets pour identifier ces zones froides. J'ai peu d'exemples de gestion de ces endroits, par contre. Donc, pour faire une synthèse, il faut identifier ces refuges à eau froide, il faut les suivre, faire des modélisations, reconnaître leur importance, voir les outils que nous avons en place, les intégrer, les adapter afin de pouvoir gérer ces refuges. Et si ces refuges n'existent pas, et on a besoin de faire quelque chose de très difficile, c'est de créer des nouvelles capacités pour développer ces refuges. J'ai 5 messages importants pour vous. Le premier, c'est que nous devons réfléchir à l'inclusion de ces refuges à eau froide dans la gestion et la réglementation. Il faut identifier où ces endroits se trouvent d'abord. Et lorsqu'on gère les températures, il ne faut pas se concentrer sur les conditions moyennes et maximales, mais plutôt se concentrer sur l'hétérogénéité, parce que même dans les zones chaudes, il y aura des endroits où on pourrait avoir un endroit qu'on pourrait gérer. Il faut reconnaître que ces refuges à eau froide ont de multiples usages pour les poissons et pour les êtres humains aussi, pour le captage de l'eau.
Et il faut préserver ces refuges comme faisant partie intégrale de l'écosystème aquatique. Il faut construire des capacités à travers les juridictions réglementaires. Je voudrais remercier mon groupe de travail qui a participé dans cet effort avec ces 5, c'est le National Socio-Environmental Sensitive Center qui nous a permis de travailler ensemble. Et maintenant, je suis prête à prendre vos questions si vous voulez.